La Guadeloupe frappée par un séisme ce matin. Une fillette de 3 ans a été tuée, une autre est dans un état grave. Plusieurs blessés essentiellement sur les îles de Sainte les plus touchées, maisons fissurées ou détruites. Après l'éperonage d'un chalutier breton au large des côtes britanniques, le parquet exclut le délit de fuite, mais les hommes sont encore sous le choc. Ils sont sains et saufs. Les autorités anglaises attendent le cargo maltais. Au Japon, alerte au suicide collectif, un phénomène nouveau sur Internet. Des jeunes entrent en contact, prennent rendez-vous pour se donner la mort collectivement. Le mal de vivre dans ce pays où le taux de suicide des hommes dépasse la moyenne mondiale. La nouvelle coqueluche de la natation française, Laure Manodou, a battu le record du monde du 1500 mètres nage libre hier à La Roche-sur-Yon. Un nouveau parcours sans faute pour la championne olympique qui a à peine 18 ans. Cinéma avec la sortie de 36 Quai des Orfèvres, le célèbre siège de la police judiciaire qui fait les beaux jours du polar français. Un casting impressionnant, Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, André Dussolier. Madame, Monsieur, bonsoir. Ouvrons ce journal par la Guadeloupe où a eu lieu ce matin un tremblement de terre de 6,3 sur l'échelle de Richter. Le séisme a touché essentiellement 2 îles de l'archipel des Saintes. C'est là qu'il y aurait des blessés. Jusqu'à Pointe-à-Pitre et dans la région, on a ressenti la secousse et ces répliques qui se sont succédées. Christophe Winman. Les murs de cette maison n'ont pas résisté à la première secousse. À 8 h du matin, le sud de la Guadeloupe a tremblé. Le tremblement de terre a eu lieu et puis après j'ai entendu des cris. Les gens ils ont monté avec les enfants déjà blessés. Plusieurs dizaines de maisons détruites ou fissurées, des routes coupées, un bilan matériel considérable et au moins une victime, un enfant décédé dans le sud de Basse-Terre. Un petit garçon décédé ce matin à Trois-Rivières. Il s'est retrouvé écrasé sous un mur qui s'est effondré. Dans cet accident-là, les 2 autres membres de sa famille ont été blessés. On dénombre un certain nombre d'autres blessés, mais je n'ai pas encore de chiffres exacts et définitifs à vous donner. Difficile également d'évaluer le nombre de sinistrés. Il y en aurait plusieurs centaines, localisés près de l'épicentre du séisme dans l'archipel des Saintes. Toute la journée, plusieurs répliques ont touché la Guadeloupe, des secousses ressenties jusqu'à la Dominique. À Terre-de-Bas, les habitants de ce quartier se sont réfugiés dans un collège construit aux normes antisismiques, l'un des rares bâtiments encore sécurisés sur cette île. En Bretagne, revenus depuis ce matin au port de Loctudy, les hommes d'équipage du chalutier prôné par un cargo maltais n'en reviennent toujours pas. Ils sont sains et saufs, ils ont eu de la chance et c'est ce qu'ils ont dit aujourd'hui aux gendarmes maritimes. Le parquet de Quimper, en charge de l'enquête, exclut le délit de fuite. Du côté britannique, les autorités attendent de pied ferme l'arrivée du cargo. Stéphane Bretner, Jacques Deveau. À l'impact, la coque a été enfoncée sur plus d'1 mètre et les barrières de sécurité ont cédé. C'était dans la nuit de vendredi à samedi au large de la Cornouaille. La mer est d'huile. Peu avant minuit, le chalutier pêche lorsque ce cargo de 106 mètres, battant pavillon maltais, le percute. Je me suis retrouvé par terre, moi. Puis après, notre premier réflexe, à moi et à mes collègues, c'était d'aller voir dans la cale et tout ça s'il n'y avait pas de voie d'eau. Je vous dis, à 2 mètres près, on est en fond. Au port de Loctudy ce matin, les membres d'équipage disent avoir lancé une trentaine d'appels de détresse au navire. Ce dernier n'aurait pas répondu et poursuivi sa route. Mais le parquet de Quimper, en charge de l'enquête, exclut ce soir le délit de fuite. Le cargo aurait bien proposé son assistance au chalutier, qu'il aurait refusé. Le Corn Swift doit arriver demain à Hartlepool en Angleterre, son port de destination. Mais pour la justice française, le cargo semble hors de cause. Selon le procureur, tout ce qu'on peut relever concernant la collision est une infraction nautique, rien de plus. Un braquage qui alimente les fonds du terrorisme international. Un ancien employé de la Brinks a été mis en examen hier. Il aurait participé au braquage de distributeurs automatiques. L'argent volé s'élève à plus d'1 million d'euros. Il aurait servi à financer le groupe islamiste déjà suspecté dans les attentats de Casablanca. Agnès Gardet, Christophe Winman. 6 distributeurs de billets braqués en l'espace de quelques heures par un seul et même commando. C'était le 1er mars dernier en Seine-Saint-Denis. Une rocambolesque série dans laquelle un jeune employé de la société Brinks, Hassan Baouchi, prétendait avoir été pris en otage et forcé à ouvrir les appareils. Montant du butin 1 million d'euros et d'emblée des soupçons. Le technicien a en sa possession plusieurs moyens discrets
de prévenir la centrale de sécurité, la police et la gendarmerie, et ces moyens n'ont pas été appliqués. À l'époque, les policiers ont les mêmes doutes, mais faute de preuves, ils relâchent la soi-disant victime. La DST, en revanche, continue à surveiller le jeune homme, déjà sur les traces de son frère, Mustapha Baouchi, un militant islamiste interpellé au printemps dernier. Il est considéré comme le chef du GICM en France, le groupe islamiste combattant marocain, une organisation impliquée dans les attentats de Casablanca qui ont fait 45 morts. Cette structure aurait-elle été financée par l'argent volé en Seine-Saint-Denis? La DST l'envisage. L'enquête vient de démontrer que les braquages des distributeurs étaient en réalité des coups montés grâce à la complicité du salarié de la société de convoyeurs. Il y a une alliance ancienne entre le grand banditisme et le terrorisme islamiste. Le banditisme verse les bénéfices à la cause islamiste et c'est tout bénef. Et puis il y a une fatwa qui a été promulguée au milieu des années 90 et qui autorise aux islamistes de pénétrer dans des sociétés afin de détourner l'argent pour la cause. La DST cherche maintenant à savoir quel circuit a emprunté le butin des faux braquages. 1 million d'euros, la somme est considérable, 2 fois plus qu'il n'en a fallu aux terroristes du 11 septembre pour financer leurs attentats. Dans l'actualité sociale, ce mouvement des transporteurs routiers qui annonce à partir de demain des blocages sur les routes et des manifestations. Il s'agit pour l'instant que de blocages symboliques, nous dit-on, mais il pourrait occasionner des encombrements. En tout cas, plus d'1 millier de patrons d'entreprises sont décidés à venir au volant de leurs camions pour réclamer notamment une baisse du prix du gazole et une harmonisation des règles sociales au sein de l'Union européenne. Pour mieux comprendre les raisons de cette grogne, portrait d'un patron transporteur routier à Montpellier, Hélène Vergne, Joanne Lopez. Un chef d'entreprise qui part manifester en camion, ce n'est pas si fréquent. Demain, ils seront 1 millier de patrons de PME à prendre la route pour interpeller le gouvernement face aux difficultés de leur secteur. La goutte qui fait déborder le vase aujourd'hui, c'est l'impact du coût du gasoil sur nos entreprises. Cet impact-là, chez nous, est un assassinat de l'entreprise. Le carburant, c'est 1/4 des frais d'un ensemble routier. Alors, pour s'en sortir, les transporteurs réclament une baisse des prix du gasoil, l'exonération de la taxe professionnelle et surtout des règles de jeu équivalentes au sein de l'Union européenne. En France, cette année, plus de 2000 entreprises ont déposé le bilan, des inquiétudes de patrons que partagent les chauffeurs routiers. Avec la concurrence des pays de l'Est qui rentrent donc en jeu maintenant, puisqu'on est 25, ça nous amène donc du personnel qui roule à des tarifs beaucoup moins élevés que nous. Ainsi, un chauffeur polonais coûte 5 fois moins cher qu'un Français. Avec ses 50 salariés, ce chef d'entreprise n'est donc plus concurrentiel. Pas question de baisser les salaires, la seule solution à ses yeux est donc d'alléger les charges. Nos entreprises sont surchargées d'impôts qui n'existent pas à l'extérieur. Prenez la taxe professionnelle, elle n'existe pas en Espagne. Prenez la TIPP, elle est beaucoup moins importante en Espagne. C'est sur ces éléments-là que nous devons pouvoir être concurrentiels. Décidés à se faire entendre de leur tutelle, les transporteurs devraient bloquer dès demain les ports et les postes frontières du nord au sud de la France. Politique, sans vrai suspense ni surprise, Nicolas Sarkozy est élu président de l'UMP dès le premier tour. Il a obtenu plus de 50% des suffrages, il n'y a donc pas besoin d'un second tour. Mais ce n'est que dimanche prochain, jour du grand congrès de l'UMP, que le nom du futur président sera officiellement annoncé. Les adhérents en tout cas se sont mobilisés. Le taux de participation est de 54%. Autre siège à remplacer, celui laissé par Alain Juppé à l'Assemblée. Depuis quelques minutes, les bureaux de vote de Bordeaux ont fermé. On n'aura que tard ce soir les résultats du deuxième tour de l'élection législative à Bordeaux. Une élection très serrée. Au premier tour, le dauphin désigné d'Alain Juppé, Hugues Martin, devançait d'une très courte tête la cancérologue socialiste Michel Delaunay et le candidat des Verts qui fait campagne à ses côtés pour le deuxième tour. Côté participation, une légère hausse par rapport à la semaine précédente, 41,3% à 19h contre 33,95 au premier tour. Dans le port militaire de Toulon, les travaux de désamiantage du Clémenceau commenceront demain, des travaux titanesques en France, puis en Inde où il sera dépecé 220 tonnes d'amiante à retirer de l'ancien porte-avions qui avait sillonné la Méditerranée à la recherche d'un port d'attache. Isabelle Stess, Christophe Larocca. Ces 24 000 tonnes d'acier rouillé renferment 220 tonnes d'amiante. L'ex-fleuron de la marine française n'est plus aujourd'hui qu'une vieille coque fantôme et dangereuse. Pour monter à bord, combinaison, masque, gants sont obligatoires, même pour une simple visite. Aucune particule ne doit s'échapper. Ce sont des sas d'évacuation des déchets amiantés.
De l'amiante, il y en a partout à bord. Donc ça, c'est de l'amiante? C'est de l'amiante. Il y en a beaucoup dans la salle des catapultes? Voilà, partout où on a de la vapeur, des tuyauteries de vapeur, on trouve des caloриfuges en amiante. Dans la marine, l'amiante a déjà fait 30 morts et 600 malades. Les 60 hommes qui commenceront lundi le désamiantage du Clémenceau travailleront dans un confinement total. Les travailleurs, les opérateurs de désamiantage ici sont reliés avec un système extérieur, donc d'adduction d'air. À Toulon, 90% de la structure du navire sera décontaminée. Celle qui fait partie des 10%, l'amiante résiduelle est placée sur les structures porteuses du navire. Si on porte atteinte à ces structures porteuses, le navire, en fait, ne peut plus être remorqué. La longue errance du Clémenceau en Méditerranée illustre les nouvelles exigences en matière de démolition des navires conformément aux normes européennes. Ce projet pilote marque le début d'une politique de démantèlement des navires dans une démarche de développement durable. Par une séparation des déchets ultimes, l'amiante en l'occurrence, destinée à l'enfouissement, de l'acier revalorisable, en particulier dans les pays asiatiques. Les travaux de désamiantage vont durer environ 4 mois, puis le Clémenceau prendra une dernière fois la mer en direction de l'Inde. C'est là qu'il sera démantelé pour être vendu en pièces détachées. Jean-Pierre Raffarin annonce 70 € supplémentaires pour les 700 000 personnes qui bénéficient du minimum vieillesse, et ce grâce au surplus des taxes sur l'essence. Interview à paraître demain dans la Tribune. Par ailleurs, le Premier ministre maintient sa prévision de croissance de 2,5% l'année prochaine. Le Premier ministre qui assistait aux commémorations ce matin du 60e anniversaire de la libération de Strasbourg, l'occasion d'affirmer que l'État sera d'une extrême sévérité à l'égard des nostalgiques du racisme et de l'antisémitisme, rappelant les quelques 400 profanations en Alsace de tombes juives, chrétiennes et musulmanes depuis avril dernier. Devoir de mémoire, le Struthof, seul camp de concentration sur le sol français construit en Alsace en 1941, qui était alors, je vous le rappelle, annexé par l'Allemagne. Ce camp a été le premier camp libéré par les Alliés il y a 60 ans. Portrait d'un ancien déporté qui a vécu pendant 4 mois. Christine Beauce, Virgile Viado. Les miradors et les barbelés sont intacts. Le camp de concentration du Struthof est le seul camp de concentration sur le sol français, construit en 1941 par les Allemands dans l'Alsace annexée. 52 000 personnes y ont été déportées. Parmi elles, Jean Galliot, résistant, arrêté sur dénonciation, condamné à mort. Il est envoyé au Struthof, un camp de travail où les conditions de vie étaient infernales. J'ai pensé que j'étais arrivé sur la planète Mars. C'est peut-être ce qui m'a permis de m'en sortir, c'est je me suis intégré. J'ai oublié, j'ai fait l'effort d'oublier les miens, d'obéir, de rester comme un imbécile, marche. Froid, privation, exécution sommaire, expérimentation pseudo-médicale, Jean, matricule 17 254, va vivre ici pendant 4 mois, l'enfer concentrationnaire. On n'avait plus d'amis, plus de copains, plus de frères, plus rien. On se tapait dessus. 20 000 déportés sont morts, la plupart d'épuisement. D'autres seront gazés ou pendus. Tous seront brûlés. Le cadavre était monté d'en dessous, ici, pour être brûlé là. Parmi les déportés, Jean Galliot faisait partie de la catégorie nuit et brouillard du nom d'un décret de 1941. Nous étions condamnés à mort en sursis, c'est tout. Ni le droit d'écrire, ni aucun contact avec l'extérieur, aucun. C'est vous qui aviez le régime le plus dur, finalement. Absolument, à part nous, non. Et dans toute la déportation, nous ne sommes pas 5000 en France. Le 23 novembre 1944, lorsque les Alliés arrivent, le camp est désert. Jean et les 5000 derniers occupants ont été emmenés à Dachau. Rescapé de l'enfer, Jean Galliot n'est plus que l'ombre de lui-même. Fin mai 1945, il pèse 34 kilos. Aujourd'hui, le Struthof est un lieu de souvenirs et de recueillement. Annoncé depuis plusieurs jours, c'est ce matin que le neveu de Yasser Arafat est arrivé à Paris avec l'intention de récupérer le dossier médical du président de l'autorité palestinienne. Décédé le 11 novembre dernier, la veuve de Yasser Arafat a déjà en main ce compte-rendu, un document qui pourrait être officialisé, seule façon de faire taire les rumeurs d'empoisonnement. Maryse Burgot. Une lettre de la plus haute importance remise aux autorités palestiniennes par le consul de France à Jérusalem. Elle confirme que le neveu de Yasser Arafat est bien, aux yeux de la France, un ayant droit.
Nasser El Kouida, ce fameux neveu que l'on voit ici sur des images d'archives, est donc depuis ce matin à Paris pour récupérer le dossier médical de son oncle. Nous l'avons joint par téléphone, il ne souhaite pas s'exprimer pour l'instant. Il refuse d'alimenter un début de polémique sur son statut d'ayant droit. Les avocats de Souha Arafat semblaient en effet considérer dans un premier temps que ce neveu n'avait aucun droit sur le dossier médical. Finalement, dans une volonté d'apaisement, ils ne réitèrent pas leurs propos. Ils se contentent de confirmer que la veuve du Raïs a quant à elle déjà récupéré une disquette à l'hôpital Percy de Clamart. Elle est repartie à Tunis sans dire ce qu'elle en ferait. On sait en revanche que Nasser El Kouida, le neveu, remettra le dossier aux autorités palestiniennes. Des autorités soucieuses de clarifier les choses et de faire taire une rumeur persistante selon laquelle le Raïs aurait été empoisonné. La date est officielle en Irak, c'est le 30 janvier prochain qu'auront lieu les premières élections générales, notamment des élections législatives transitoires. La date de clôture des dépôts de liste est fixée à demain. George Bush au Chili avec cet incident concernant les membres chargés d'assurer la sécurité du président. Et c'est tout le grand dîner de gala qui tombe à l'eau, ou presque. Philippe Bisserias. Un petit geste de la main, un sourire. George Bush aime cultiver son côté décontracté. Sur le perron, le président chilien et son épouse, jusqu'ici tout va bien. Mais quelques mètres derrière eux, autre ambiance. Les services de sécurité chiliens refusent de laisser passer les gardes du corps du président américain. Le contact est franchement rugueux, au point d'attirer l'attention du président des États-Unis. Voyant ces hommes en perdition, George Bush oublie le président chilien et se jette dans la mêlée. Une démonstration d'autorité éclatante. En quelques secondes, l'homme le plus puissant de la planète ouvre un passage pour son garde du corps et reprend le fil du protocole là où il s'était arrêté. Par rancunier, George Bush accepte de porter le traditionnel poncho chilien pour la photo souvenir, mais à cause de ces tensions entre services de sécurité, un dîner de gala a dû être annulé. Les gardes du corps de George Bush voulaient soumettre les 400 invités au détecteur à métaux. Outré, le président chilien a refusé. Nous parlions hier de la journée internationale des droits de l'enfant. L'occasion de nous intéresser à cette école d'apprentis jockeys au Qatar où de très jeunes enfants venus du Soudan y sont entraînés. Les associations humanitaires s'insurgent. Reportage Stéphane Bretner, Francis Bianconi. Chaque fin d'après-midi, c'est le même programme. 3000 mètres au galop. Sur ces montures à une bosse, des enfants entre 12 et 15 ans. Ils n'ont qu'un objectif, devenir jockey professionnel et gagner, peut-être, des milliers de dollars. Mais Slim, Hamid et les autres arrivent du Soudan. Ils ont été recrutés là-bas pour intégrer El Sheania, la seule école de formation de jockey du Qatar. Apprendre à monter ici, ça peut me permettre de gagner beaucoup d'argent. Dans 2-3 ans, je rentrerai au pays pour acheter des chameaux, devenir entraîneur et les revendre pour faire des bénéfices. Ensuite, si je peux, je reviendrai au Qatar. Avant d'en arriver là, les 15 apprentis doivent se plier au rythme de la journée. Avant l'entraînement de l'après-midi, le matin, c'est cours obligatoires, y compris d'anglais. Chaque élève est venu avec son père qui veillera pendant toute la scolarité sur sa progéniture. Un champion qui ne doit pas peser plus de 20 kilos pour moins d'1,50 m. Bien que nous n'ayons rien vu de tel au cours de notre reportage, des associations humanitaires ont dénoncé des mauvais traitements sur ces enfants. Ce ne sont que des mensonges. Il suffit de voir les registres du ministère de l'Intérieur. Tous ces jockeys ont un visa légal et sont officiellement enregistrés. Il n'y a jamais eu d'enlèvement d'enfants, ils sont tous très bien traités. Pourtant, le mal est fait et le Qatar craint pour son image. L'Émirat a donc décidé de remplacer ses enfants jockeys par des robots qui coûteront à peine 5 000 € pièce. Les robots, c'est le seul moyen que nous avons trouvé pour en finir avec les accusations d'exploitation des enfants. De toute façon, ça nous permettra de faire beaucoup d'économies et donc de distribuer plus d'argent aux vainqueurs des courses. Ces robots seront mis en service début 2005, la fin d'un rêve de gloire pour ces enfants, la fin aussi sans doute de l'école El Sheania.
Au Japon, alerte au suicide collectif, celui de jeunes gens, de jeunes femmes victimes du mal de vivre. Un phénomène nouveau, ces suicides collectifs s'organisent sur Internet. Les victimes sans lien entre elles prennent rendez-vous sur la toile pour se donner la mort ensemble dans ce pays où le taux de suicide est déjà supérieur à la moyenne mondiale. Reportage au Japon, Philippe Rochaud, Sylvain Giaume. C'est le royaume des otaku, les fanas du jeu vidéo. Ici, le seul retard dans la sortie d'un jeu intitulé Mort ou Vif a provoqué le suicide de 147 collégiens qui ont gobé des poches de silicone. La vie dans cet univers virtuel peut conduire au suicide, disaient les médecins, et ces jeunes en sont les victimes. J'aime bien les jeux de combat ou de tir au fusil, parce que l'objectif est clair. Ça me décontracte et ça m'enlève le stress quotidien. On dit qu'ils viennent là car ils ne parviennent pas à donner un sens à leur vie. C'est cela aussi qui les pousse au suicide collectif. Sur cette route de montagne, la police a retrouvé les corps de 4 garçons et 3 filles d'une vingtaine d'années. Ils s'étaient donné la mort dans une voiture en respirant les gaz d'un réchaud à charbon. Le chef de l'opération, c'était elle, Madame M, 30 ans, épouse d'un musicien peu connu. Elle est entrée en contact avec les autres grâce à Internet et a organisé le suicide collectif. Il existe au Japon au moins une dizaine de sites invitant au suicide, comme celui que nous présente l'auteur d'un livre sur le syndrome Internet. Au moment où nous le consultons, 169 personnes regardent ce site. À l'origine, ce site était destiné à ceux qui veulent raconter leurs problèmes. Mais depuis le premier suicide collectif, de plus en plus de gens ont recueilli ici des informations pour se suicider. Par exemple, là, il y a quelqu'un qui a des somnifères et du charbon et qui cherche une voiture. Les associations de lutte contre le suicide cherchent à déjouer ce genre de rendez-vous, comme dans cette forêt à 100 km de Tokyo, très fréquentée par les candidats au suicide. Votre vie est quelque chose de très important, donnez pas à vos parents. Arrêtez, réfléchissez, encore une fois, et pensez à vos parents, vos frères, vos enfants. Le suicide au Japon est présent dans les comportements, comme ici au rendez-vous du parc Yoyogi, où l'on vend des t-shirts à l'effigie d'un personnage, Kenny, dont l'objectif est le suicide. Plusieurs écrivains parlent de suicide, et ça peut influencer les gens naïfs. On a peur de la solitude, mais quand on fait un suicide collectif, on se sent moins seul. Le suicide est devenu une des premières causes de mortalité chez les jeunes au Japon. Un suicide chaque 25 minutes. Mais le phénomène des suicides groupés est nouveau et inquiète particulièrement les autorités. En France, c'est aujourd'hui la journée du secours catholique avec de nombreuses opérations menées dans toute la France, comme ici à Bernay, dans l'heure où les bénévoles ont sollicité la générosité des fidèles à l'issue de la messe du dimanche. Journée de la trisomie 21, la nécessité de mieux communiquer sur cette maladie qui résulte d'un accident mécanique, des enfants qui naissent avec un chromosome supplémentaire, un handicap mental qui n'empêche pas forcément l'intégration. D'ailleurs, à l'âge adulte, certains trisomiques arrivent à mener une vie presque normale. L'essentiel pour eux, c'est d'avoir un travail qui est encadré, comme le montre ce reportage à Nîmes de Sophie Rodier et Thierry Breton. Prendre les baguettes de pain une par une et les poser sur la machine à emballer. Allez, on continue. Un geste en apparence banal, mais d'une portée infinie pour Marjorie. Génial. C'est son premier jour de stage, sa mère a tenu à l'accompagner. Je suis émue parce que c'est pas évident de trouver quelqu'un qui accepte un stage. Pas évident en effet, car la plupart des entreprises françaises ne respectent pas la loi qui leur impose d'engager des handicapés. Elles préfèrent payer des pénalités, surtout quand elles ont affaire à des trisomiques. Pourtant, rien ne vaut le travail en entreprise pour favoriser l'intégration d'une personne comme Marjorie. Le monde de l'entreprise ordinaire est facteur de progrès. Pour les personnes, il est facteur d'exigence, il est facteur de rencontre. Par contre, une fois qu'on a dit ça, il s'agit pour nous de l'accompagner parce que ce n'est pas aussi évident et aussi simple. Accompagner, c'est-à-dire prendre le temps. Comme pour Audrey qui, depuis 3 ans, fait office d'aide scolaire dans cette maternelle. Elle est en passe de signer un CDI. Je suis heureuse de faire ça. Donc, les petits me disent merci, donc voilà.
Qu'est-ce qu'on dit à ta copine? Qu'il s'agisse de préparer le goûter ou d'aider les enfants, Audrey donne satisfaction car elle respecte la liste des tâches à accomplir. Et ça c'est pareil, là c'est pareil, là, et là aussi c'est pareil. Des tâches répétitives, les seules adaptées à son handicap. Elle devient un peu plus autonome dans ses tâches. Mais c'est vrai que ça a été pour nous un peu un tâtonnement en fait, d'établir son emploi du temps et de lui attribuer des tâches. 720 €, c'est le salaire mensuel d'Audrey qui travaille pour l'instant à mi-temps. Et si elle habite encore chez ses parents, elle songe, d'ici quelques mois, à louer un appartement. La traditionnelle vente des vins des Hospices de Beaune. Cette année, David Douillet était l'invité d'honneur de cette célèbre vente de charité. Virginie Fichet. 43 000. 43 000 au fond à droite. À l'heure de la vente de la pièce de charité, les prix s'envolent. Cette pièce de Mazie-Chambertin, vendue cette année au profit de la Fondation de France et de l'UNICEF, sera finalement adjugée à un acheteur écossais. 51 000. Pas de regret. Adjugé à 51 000, bravo monsieur. Mais la vente des hospices, c'est aussi un baromètre. Comme Christophe Pipeau, les plus grands négociants de Bourgogne y achètent des vins pour leurs clients français, mais surtout américains ou japonais. Avant les enchères, ils goûtent et jugent. De leur opinion dépend la qualité de la vente. Je pense que sur 2004, en fonction des précommandes qui ont déjà eu lieu, on va avoir une très jolie activité pendant la vente. Vous avez beaucoup de pièces à acheter cet après-midi? Ça, je ne peux pas vous le dire. Du suspense. 4 000 € le pommard. Dans un marché viticole en souffrance, et cet après-midi, la vente était à son image, morose. Ah là, ils n'ont pas envie de donner en ce moment-là, ils achètent au plus bas. Or, il va falloir faire appel à leurs sentiments et non pas à leur logique mercantile, parce que les Hospices de Beaune, c'est pas une logique mercantile, c'est une logique affective. Mais à ce moment de la vente, les négociants pensent bien moins aux intérêts des Hospices de Beaune qu'au cours du marché qui se profile ici. Des prix qui sont quand même relativement bas dans l'immédiat, on va pouvoir faire des achats qualitatifs assez intéressants, oui. Au final, l'édition 2004 a enregistré une baisse d'environ 30% avec une recette de plus de 3 millions d'euros, tout de même. L'île en fête hier et toute la nuit, des dizaines de milliers de personnes qui ont déambulé dans la ville malgré le froid, en musique, toutes les musiques, de la techno, de la samba, en rythme, une fête qui marque la fin de l'année culturelle qui a attiré plus de 7,5 millions de participants. Marianne Masse, Patrick Verstom. Comme sur un quai de gare, la motrice se met doucement en marche. Attention, le dernier train de l'île 2004 va partir à toute vapeur. Tout en couleurs et en cacophonie, techno, africaine, zigane ou cornemuse, la capitale européenne de la culture avait choisi de tirer sa révérence dans la rue, là où tout avait commencé il y a un an. C'était une année de fête et c'est ce qui m'a beaucoup plu. Des fois ça fait peur aussi. Les girafes qui viennent de passer, ça fait super peur. En gros, presque tout, c'était bien, mais bon, il y avait des choses qui étaient mieux, mais c'était quand même une belle année, je pense. Du bon, du moins bon aussi. Dans 170 villes du Nord-Pas-de-Calais et de Belgique, plus de 2000 manifestations auront rythmé l'année. Une année qui se voulait ouverte à toute forme de culture. Le coup de cœur, c'est d'abord cette rencontre exceptionnelle entre la culture la plus belle qui est venue du monde entier, mais aussi nos artistes et les gens du Nord-Pas-de-Calais qui sont des gens formidables, créatifs, gais, chaleureux. Et je crois que c'est cette image et cette rencontre qui donne l'image de l'île 2004. L'île 2004, c'est aussi plus de 7,5 millions de visiteurs français et étrangers. Je trouve que l'île a embelli. Il y a eu beaucoup de progrès de fait dans l'architecture et l'habitat. Aujourd'hui, c'est vraiment une belle ville à visiter. Jusqu'à l'aube, les rues de la ville se sont transformées en discothèques à ciel ouvert. Une dernière nuit de fête avant de passer le flambeau à Cork en Irlande, capitale culturelle européenne, en 2005. Si l'île 2004 referme ses portes, toutefois les dernières manifestations seront accessibles au public jusqu'à la fin de l'année, comme cette exposition de l'architecte Christian de Porzenparc, une des grandes signatures de l'art architectural et urbain. Daniel Wolfram, Jean-Louis Melin. Christian de Porzenparc, l'homme en noir, est l'architecte de cette tour à l'étrange silhouette. Qu'est-ce que vous pensez de cet immeuble? Très bien. Quel meuble? L'édifice plus grand, c'est très belle. C'est pas une architecture qui me plaît réellement. Non. Pourquoi?
parce que je suis pas très moderne. Difficile donc de faire apprécier aux Français l'architecture contemporaine, même ici à Lille, métropole européenne, où une gare de TGV passe au cœur d'un nouveau quartier, sous l'immeuble. Moi je pense qu'il vient du ciel un peu, ou qu'il flotte en tout cas. J'ai essayé qu'on ne sent pas qu'il pèse, alors qu'il y a des tonnes qui pèsent. L'exposition de Lille consacrée à son travail met en scène d'autres de ses tours réalisées à New York ou à la Défense. Qui va arriver là, sur une passerelle qui va se relier à Valmy. Je trouve ça moins bien que... Cours particulier pour l'étudiant de passage. Vous aimeriez, vous aussi, construire en hauteur maintenant? Si moi j'aimerais construire... Ouais, moi j'aimerais bien construire des tours. Ouais. Et quand j'étais étudiant, je pensais que j'en ferais jamais. Non, au contraire. Pourquoi? Je sais pas. Je trouvais ça affirmation de l'ego un peu simpliste, un peu vulgaire. Mais il n'y a pas que les tours. Christian de Porzampar construit des quartiers entiers. Ici à Pékin, il faut contenir une urbanisation galopante réservée aux riches. Chaque îlot est assez petit et qu'avec le temps, eh bien, certains immeubles seront pour des gens moins riches, les plus riches voudront aller ailleurs, tout ça, ça peut se revendre, se transformer, tel endroit deviendra une école. Il y a cette possibilité de souplesse dans le futur qui est la base de toute ville. En construction, cette cité de la musique de Rio de Janeiro, un édifice planté entre mer et montagne, autrement dit entre riches et pauvres, non pour les séparer, mais pour tenter de les relier. Les sports d'hiver, petit à petit, les stations commencent à ouvrir. Hier, c'était Val Thorens qui offrait aux amateurs de glisse une partie de son domaine skiable. Dans les jours qui viennent, d'autres suivront, certaines à plus basse altitude, comme sur le plateau de Beille en Ariège. Muriel Lassaga, David Bress. Les chiens n'attendaient que ça, courir, enfin, dans la neige. La première sortie, c'est une des plus importantes, quoi. Pour les chiens, quoi. C'est la remise au dressage, quoi. Vous les trouvez comment, là, justement, ce matin? Ah ben là, c'est pas le plein coup de bourre, c'est pas comme en fin de saison, quoi, mais ils en veulent. Et tant mieux, car la saison démarre pour les promeneurs de tout poil. Sur ce plateau de Beille, en Ariège, on vient profiter de la neige et pas forcément pour la glisse. Vous comptez faire combien de kilomètres aujourd'hui? On est sur une balade de 5 km et si on a le temps, on en fera une petite après. Voilà. C'est bien? Ouais. Ah oui, carrément. Condition idéale pour ce premier week-end, en leitmotiv, le bonheur comme une évidence. C'est le plaisir aujourd'hui? Ah, c'est le plaisir. Première sortie. La neige qui est vraiment bonne, le temps magnifique. En fait, il n'y a pas trop de monde sur la station, là ça va. Mais ceux-là sont les fondus du genre. Bien sûr, ils ne pouvaient pas rater l'ouverture, surtout quand elle s'annonce 15 jours avant l'heure. Les stations s'adaptent à la demande du client. Il y a 15 ans, skier à Noël, c'était quelque chose qui était hypothétique. Par contre, on skiait à Pâques. Aujourd'hui, à Pâques, on a plutôt envie d'aller à la mer ou de faire son jardin. Et dès la fin octobre, on a des gens qui nous téléphonent, ou même avant, en disant « Bon, alors quand est-ce que vous ouvrez ?» Sur le plateau de Beille, le cumul de neige atteint près d'1 mètre. C'est beaucoup pour un début de saison, de bon augure pour tous ceux qui pourront en profiter. En sport, l'éclatant parcours de Laure Manodou, un nouvel exploit pour la championne olympique du 400 mètres nage libre. Elle a battu hier soir à La Roche-sur-Yon le record du monde du 1500 mètres nage libre. Les Français n'ont Dieu que pour elle. Julien Beaumont. En piste pour un nouvel exploit. Laure Manodou seule dans l'eau face au chronomètre, c'était hier soir à La Roche-sur-Yon. Public, ambiance et performance. La Française, tout juste 18 ans, a battu le record du monde sur 1500 mètres nage libre en petit bassin. Un record vieux de 22 ans détenu par une nageuse est-allemande. La triple médaillée olympique termine en 15 minutes 42 secondes, améliorant ainsi le précédent record d'1 seconde. Elle était au fond d'elle, parce qu'à un moment, je crois que c'est au 900, 950, c'était un petit peu difficile. Et puis après, elle était vraiment au fond, ce qu'elle pouvait. Un résultat de bon augure. La Française se prépare en ce moment pour les championnats d'Europe. Ce sera à Vienne le 9 décembre prochain. Venons-en à cette exposition inédite à la Cité de la musique à Paris. Devoir de mémoire pour sensibiliser les plus jeunes. Voici comment le Troisième Reich et le parti nazi ont utilisé la musique pour leur propagande. Une exposition et une page d'histoire à découvrir. Michel Monponté, Philippe Luthier.
Quand on a 14 ans, il y a des images presque invisibles. C'est la libération, non? Incompréhensibles. Des images en dehors de l'humanité. Je pense que là, c'est leur dernière heure. À notre époque, je pense que ce serait vraiment condamné. C'est dégueulasse. Il faut du temps pour regarder la barbarie en face. Classe studieuse et dissipée comme il se doit, un après-midi au musée de la musique à Paris. Le thème « Comment le Troisième Reich s'est servi de la musique ». Ils sont face à quelque chose dont souvent ils pensent bien qu'il y a quelque chose qui se passe là qui est grave, mais ils ne savent pas comment, ils n'ont pas encore les outils pour les analyser. Parcours de mémoire, le temps d'un cours, c'est court, juste avant le devoir noté. Mais il voit des ados du même âge sur un film d'archives. Du même âge mais de notre temps. Ce sont les jeunesses hitlériennes. Jeunesse manipulée, endoctrinée, loin des enfants du XXIe siècle. Cette exposition rappelle, plus qu'elle n'explique, les relations entre le Troisième Reich et la musique. Hitler et Wagner, Hitler à Bayreuth, Hitler et sa bonne amie Madame Wagner. C'est la musique de l'enfer. C'est à Bayreuth, peut-être, dès 1933, que les idées les plus folles du nazisme ont été élaborées, avant un concerto, après l'opéra, entre deux tasses de thé. En 1932, décor futuriste. En 1933, les nazis récupèrent tout. On veut de l'allemand, simple, rural, sans prise de tête, dirait-on aujourd'hui. Beethoven, lui, fait peur. Hitler rigole. Et sur ses peintures préférées, les Allemands sont forcément blancs et écoutent respectueusement ses consignes. À la radio. Un chœur à succès, mais avec 3 juifs. Plus de juifs. Le jazz a du succès, mais trop de nègres, disent les nazis. Alors plus de noirs, un jazz à rien, le swing vert de gris. C'est le temps des grandes horreurs et des petites bassesses. Stravinsky qui explique qu'il n'a jamais aimé les communistes. Et puis, un rêve. Un rêve comme un dessin fait à Dachau avant la mort. Un bar, et de la vie puisque de la musique. Et dans un coin du dessin comme un ridicule ange de la mort, un gardien de camp, mais seul, seul contre ses barbelés. Cinéma sorti mercredi prochain de 36 quai des Orfèvres, le célèbre siège de la police judiciaire qui fait les beaux jours du polar français. Un casting rare, Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, André Dussolier. Un scénario qui s'inspire de plusieurs histoires vraies, dont le gang des postiches. Mario Jouan, Bernard Connor. Je vais avoir besoin de tes gars pour une opération. Quel genre d'opération? L'équipe des fourgons, on les a logés. Depardieu, Auteuil, un choc de poids lourd. Ici, 2 grands patrons des brigades d'élite du 36 quai des Orfèvres, autrefois amis qui aujourd'hui s'affrontent pour faire tomber un gang de braqueurs. Un scénario inspiré de l'histoire vraie d'un ancien flic de la PJ, impliqué malgré lui dans une bavure qui lui valut une condamnation de 12 ans de prison. Derrière la caméra, Olivier Marchal, son ami. Il était à l'école de police avec lui. 14 ans de PJ avant de devenir réalisateur. Et il sait de quoi il parle, d'une police en voie de disparition. Les flics et les voyous vraiment marchaient main dans la main. Il y avait un vrai copinage, il y avait une vraie fusion, il y avait de vraies affaires qui sortaient grâce à ces amitiés un petit peu marginales, mais en même temps qui donnaient beaucoup de résultats. Vous feriez mieux de rester chez vous et de laisser Evry s'occuper de cette affaire. Je travaille sur ce dossier depuis 1 an et demi. J'ai droit à cette arrestation autant que les autres. Ok. Mais vous resterez en soutien. Et vous n'interviendrez que sur ordre de Frings. C'est lui qui sera en première ligne avec ses hommes. C'est aussi lui qui sera responsable de cette opération. Que ça vous plaise ou non. De flics dignes de Melville ou de Corneau, Daniel Auteuil, hanté par ses scrupules, Gérard Depardieu, ripou, avide de pouvoir. C'est pas forcément un personnage que j'aime, mais j'ai envie de lui donner quelques excuses ou quelques crédits, c'est tout. C'est comme ça, parce que quand on est trop proche d'un personnage, ben, je sais pas si on lui rend tellement service. C'est pas des rôles qu'on trouve tout souvent dans sa carrière. C'est des personnages, ce sont des personnages tragiques et héroïques, effectivement. Donc il y a aussi une dimension presque de western. Enfin, oui. Ouais, c'est forcément, bien sûr que ça fait rêver. C'est dans une problématique tout à fait mythique du cinéma, quoi. C'est très excitant. C'est très jubilatoire, quoi. T'as pas le droit de me faire ça, Léo.
Ce métier, c'est tout ce que j'ai. Policiers, acteurs, une fusion réussie. Témoin l'ovation qui leur a été faite lors de l'avant-première au Festival du film de Sarlat. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo de Nathalie Riouet. 20h55, Embrassez qui vous voudrez, un film de Michel Blanc. Puis le dernier journal à 0h20 avec Jean-Claude Renaud. Demain, 7h40, les 4 vérités. Françoise Laborde recevra Vladimir Fedorovski, ancien conseiller de Mikhaïl Gorbatchev. 13h, Christophe Andelade. 20h, David Pujadas. Et puis demain soir, à une semaine du vote sur l'Europe au sein du Parti Socialiste, Arlette Chabois animera sur le plateau de mots croisés le grand débat entre les partisans du oui à la Constitution européenne avec Bernard Kouchner et Pierre Moscovici face aux partisans du non représentés par Arnaud de Montebourg et Manuel Valls. Excellente fin de soirée sur France 2.